L'interview ce matin, c'est avec Philippe Béchat, qui est rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on va parler ce matin avec vous de la spirale des taux négatifs, des baisses de taux directeurs et de taux de dépôt négatifs décidés par les banques centrales et qui ont de plus en plus d'implications dans la sphère de l'économie, les emprunts d'État et les crédits d'entreprise. Comment est-ce qu'on appelle cela justement? Est-ce que c'est une spirale, un changement de paradigme? C'est plutôt une fuite en avant. À partir du moment où il n'y a plus de rendement sur l'obligataire, alors je ne parle pas des taux à 10 ans parce que le phénomène est assez récent de voir des rendements sur 10, 15, voire même 30 ans en Allemagne être négatifs. Par contre, on avait déjà des taux courts en rendement négatif depuis fort longtemps, 2015. La seule raison d'acheter un instrument obligataire qui n'offre pas de rendement, la seule justification, c'est qu'on me promette qu'on va me le racheter plus cher. Parce que sinon, je suis sûr de perdre de l'argent. Voilà. L'autre raison de l'acheter, ça peut être aussi réglementaire. Vous n'avez pas le choix, il faut acheter les bons emprunts du Trésor français. Mais quand on achète un emprunt à taux négatif, on ne mise que sur la plus-value. Et donc, sur une baisse encore des taux. Et sur une baisse, une baisse supplémentaire des taux, ce que les banques centrales doivent promettre et ce qu'elles doivent délivrer le plus lentement possible, comme on dit, pour en garder un petit peu sous la pédale, ou pour éviter d'arriver au moment où on va se dire mais jusqu'où va-t-on aller? Donc là pour l'instant on est à 0 sur le taux directeur de la BCE. Monsieur Luis de Guindos, le vice-président de la BCE, nous dit hier on peut aller plus loin. Et quand on lui demande si ça concerne éventuellement le taux directeur, donc pour l'instant il n'est question que du taux de prise en pension, de la punition infligée aux banques si elles ne prêtent pas. Donc là pour l'instant, peut-être qu'on ira à moins 0,50, enfin on est déjà à moins 0,50, on ira peut-être à moins 0,60, mais avec zéro impact sur l'économie. On sait que ça n'a strictement aucune espèce de retombée en termes de croissance ou d'inflation. Et aux États-Unis, on voit que les deux premières baisses de taux, pour l'instant, n'ont pas non plus relancé les anticipations. Au contraire, les derniers ISM, c'est-à-dire les indicateurs avancés d'activité, se sont dégradés, alors qu'on a deux baisses de taux et qu'on avait déjà à 100% l'assurance qu'il y en aura une troisième au moins jusqu'à la fin de l'année. Alors maintenant, c'est une troisième et une quatrième. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les banques ne sont plus capables de la courroie de transmission des politiques monétaires. Ça veut dire qu'elles vont taxer aussi les dépôts, elles vont répercuter en fait le taux de dépôt négatif qu'elles ont auprès de la Banque centrale. Alors, taxer les dépôts, oui, ça va finir par arriver. C'est déjà arrivé pour des gros dépôts dans des banques privées. Alors, je dirais que vu la typologie de la clientèle de ces banques-là, c'est pas tellement grave de dire qu'à partir de 1 million d'euros, de francs suisses, de dollars, on vous flèche vers les actions. Parce que, évidemment, cette clientèle-là a déjà des portefeuilles actions et sur lesquels les performances depuis 10 ans sont déjà stratosphériques. J'aurais quand même précisé que ceux qui avaient aussi un beau portefeuille obligataire ont fait entre 200 et 240% de gains depuis 2009. Autrement dit, on a également très très bien gagné sa vie sur l'obligataire. Alors évidemment, en n'exigeant pas de rendement puisqu'il n'y en a pas. C'était juste qu'on achetait de l'obligataire pour faire des plus-values et qu'aujourd'hui on nous flèche ou on nous contraint, on nous oblige d'aller vers les actions pour faire du rendement. Or, il y a beaucoup d'entreprises qui n'offrent strictement aucun rendement. Voilà, alors donc on prend la moyenne des valeurs qui rapportent et on dit voilà, les actions c'est du 3%. Et moi ce que j'observe, et c'est assez paradoxal, c'est que plus on nous parle de nous forcer à aller vers les actions, et en fait, celles qui délivrent, qui distribuent du dividende, finalement, ce sont encore les plus délaissées aujourd'hui. Alors, ça a commencé à changer un peu cet été. On commence à voir les valeurs dites value qui distribuent des beaux dividendes. Elles ont commencé à émerger un peu. Mais enfin, ça fait... Vous pensez auxquelles, par exemple?
Ce qu'on appelle généralement les utilities, c'est-à-dire les services aux collectivités, les Veolia, les Engie. Ah bah non, pas Engie, mince, mauvais exemple, boum, ils ont replongé, ils ont reperdu tout ce qu'ils ont gagné cet été. Non, les valeurs qui distribuent vraiment du dividende, elles restent pour l'instant délaissées et on va majoritairement sur des valeurs dites de croissance avec des bénéfices récurrents, etc. Enfin, toujours les mêmes. Et puis elles ont même peut-être un petit quelque chose en plus, celles sur lesquelles on se précipite aujourd'hui. Et ça, c'est vrai aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. On achète surtout les très très grosses, en se disant, si ça se passe mal, parce qu'on sait très très bien qu'on est sur des niveaux de valorisation stratosphérique, on se dit, si ça se passe mal, je préfère être sur une valeur où il y a une grande porte de sortie, plutôt qu'une valeur small ou mid cap, où la porte de sortie est tout petit. Il faut vraiment être juste à côté et se précipiter dès qu'on entend, on va dire, les sirènes d'alarme. Mais étant donné que sur les grandes, tout le monde tient également le même raisonnement, quand vous avez un stade, même s'il a des grandes ouvertures, et à un moment, si tout le stade veut sortir en même temps, ça passe pas non plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet positif quand même de flécher l'épargne vers le financement de l'économie des entreprises, alors les actions, mais aussi par exemple le private equity, les entreprises qui ne sont pas cotées et qui ont elles aussi besoin de liquidité? Alors le private equity, je vous rassure, il y a déjà une nombreuse clientèle qui s'y intéresse, alors généralement avec des portefeuilles au-delà de 1, 2, 5, 10 millions. Oui, ça ne concerne pas tout le monde. C'est surtout les family office. Alors là, le private equity, dans les family office, ou dans les fonds souverains, c'est déjà quelque chose qui est très très privilégié depuis très longtemps. En ce qui concerne l'effet bénéfique de flécher l'épargne vers l'économie, ce n'est vrai que pour les émissions, les IPO. C'est une introduction en bourse, on lève de l'argent. Mais quand vous achetez une action Air Liquide ou une action L'Oréal, vous n'injectez pas un centime dans l'économie. Au contraire, d'ailleurs, vous recevez, des revenus, des dividendes, alors que vous n'avez pas mis un sou pour lancer quelque chose. Donc oui, si on pousse les gens à soutenir des entreprises au début de leur aventure, et après il y a d'autres augmentations de capital, le plus souvent c'est ça, on voit ça avec les biotech, on a souvent 4 à 5 augmentations de capital successives avant que le titre arrive à être listé, etc. Donc là oui, ça c'est vraiment utile. Encore faudrait-il qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise croient réellement qu'il y a du potentiel de croissance et qu'il y a des clients solvables en face. Or, on voit très très bien que l'investissement aujourd'hui est en panne, globalement, avec des perspectives de récession. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a finalement assez peu de projets rentables et on a beaucoup de projets où il faut mettre et remettre de l'argent parce qu'il n'y a pas vraiment de débouchés, puisque les salaires ne progressent pas ou très peu. Donc voilà, c'est bien de créer quelque chose, mais on a du mal à voir les résultats. Mais il faut qu'à 2-3 ans, on se dise bon, peut-être qu'on a un petit moment un peu compliqué à passer, et puis après ça ira mieux. Mais quand on a des taux négatifs, ça ne veut dire qu'une seule chose, c'est que ça va aller moins bien. Et le Japon en a fait l'expérience, on a 20 ans d'expérience de Japonais qui se disent demain, éventuellement, ça vaudra moins cher, ce qui va dans l'immobilier. Comment on place son épargne alors? Qu'est-ce qu'on fait du fonds euro de l'assurance vie? Aujourd'hui, ça devient effectivement très compliqué. Je pense que le but du jeu est de ne pas perdre d'argent. Ne pas en perdre, parce que obliger les gens qui sont à peut-être 4-5 ans de la retraite, les obliger à aller sur des actions dont les cours ont déjà quadruplé. Alors évidemment, quand je dis ça, les gens disent mais non, le CAC 40 il n'a pas quadruplé du tout, il est à 5005, 5006. Non, le CAC il est à 15 400, 15 500, il vient de 4 500 en mars 2009, donc le CAC a déjà quadruplé.
Donc aujourd'hui, on va Quand vous dites ça par rapport à quoi? Ben, je veux dire que si on convertit son contrat euro en unité de compte action, on vient acheter un actif qui a déjà été multiplié par 4, voire 4,5. Même chose pour les États-Unis, c'est également multiplié par 4 ou 4,5 en l'espace de 10 ans. Donc ça veut dire qu'on fait en fait acheter des gens au plus haut des actifs dont souvent la valorisation elle est soutenue par des rachats de titres. Le truc devient complètement fou, mais c'est ça. On profite de taux zéro pour racheter des titres, donc on les fait monter artificiellement. On achète même le dividende en s'endettant. Autrement dit, on achète non seulement des actifs qui ont été multipliés par 4, mais qui aujourd'hui sont également au sommet du niveau d'endettement, puisque on s'est servi du levier des taux zéro pour finalement acheter la rémunération qu'on donne à l'épargnant. Donc faut savoir où on envoie les gens, et mon avis, on les envoie dans le mur direct. Voilà, donc le seul moyen peut-être de ne pas perdre d'argent, c'est peut-être de le mettre effectivement dans une petite boîte dont on connaît bien le business model, on connaît bien le dirigeant, mais c'est évidemment pas 100% des projets qui vont s'avérer profitables et avec un rendement sûr. Donc on est arrivé au bout de la logique des taux zéro, c'est-à-dire qu'effectivement l'argent ne rapporte rien et que là où on veut vous diriger, le risque est absolument maximum. Et plus rien n'est sûr. Merci beaucoup Philippe Béchat. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien.